Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques, marsouins. Aujourd'hui, on se penche sur une structure bien parmi les plus étonnantes et assez mystérieuses du monde animal, l'organe de spermacétie des cachalots. Et pour en discuter avec nous, on accueille notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, cet organe, on le trouve dans l'énorme tête du cachalot. Il est colossal, c'est le mot. Il peut faire jusqu'à 40% de la longueur de l'animal, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment gigantesque. Et il contient une quantité incroyable d'une huile très spécifique, le spermacétie. On parle de près de 1900 litres. 1900 litres. Mais sa fonction exacte, si je comprends bien, ça fait encore débat dans la communauté scientifique. C'est un vrai mystère. C'est tout à fait ça, un débat qui dure depuis longtemps. Bon, alors explorons ça ensemble. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus cet organe? De quoi il est fait concrètement? Bien sûr. Alors, il faut imaginer une sorte de grand sac un peu en forme de tonneau qui est rempli de cette substance, le spermacétie, qui a une consistance cireuse. Chimiquement parlant, c'est principalement ce qu'on appelle des esters de cire et des triglycérides. Bon, pour simplifier, des types de graisses d'huile assez complexes. D'accord. Et une de ses caractéristiques vraiment intéressantes, c'est sa réaction à la température. Ah oui. Oui, cette substance est liquide quand il fait chaud, disons au-dessus de 30 degrés Celsius, mais elle se solidifie, elle cristallise quand la température baisse. Autour de 31 degrés en fait, c'est assez précis. Et cette propriété de changement d'état, ça a tout de suite fait penser à une fonction possible, non? La première hypothèse était pour la flottabilité. Exactement. C'est l'hypothèse la plus ancienne, l'hypothèse historique, on peut dire. L'idée, c'était que pendant la plongée, l'eau froide environnante allait refroidir le spermacétie, le faire durcir. Et comme ça devient plus dense, eh bien ça aiderait le cachalot à descendre plus facilement dans les profondeurs. Logique. Et pour remonter? Et inversement, pour remonter, l'animal pourrait activement réchauffer l'huile, par exemple avec son flux sanguin. L'huile redeviendrait liquide, moins dense, et hop, ça faciliterait la remontée. Oui, ça semble tenir debout comme idée. Mais vous disiez que c'était remis en question. Oui, voilà. Des études plus récentes, elles ont un peu douché cet enthousiasme. Elles indiquent que ces changements de densité seraient finalement assez faibles. Ah, Et surtout, ils seraient trop lents pour vraiment jouer un rôle déterminant dans la flottabilité. Surtout quand on sait que les cachalots font des plongées très profondes, jusqu'à 3000 mètres, et souvent assez rapides. Ça colle pas vraiment avec la vitesse nécessaire. d'accord, je vois. Donc si l'aide à la flottabilité est moins probable, quelles sont les autres pistes? On entend beaucoup parler d'écolocation pour les cachelots. Ils font des sons incroyables, non? Ah oui, alors là, c'est spectaculaire. Ils produisent les sons les plus puissants connus dans tout le règne animal. On a mesuré jusqu'à 235 décibels. C'est absolument énorme. 235 décibels! Incroyable! Et donc, oui, l'hypothèse acoustique, elle gagne vraiment en crédibilité. L'organe de spermacétie jouerait un rôle essentiel, non seulement dans la production, mais aussi dans la focalisation de ces sons pour l'écolocation. Pour voir avec le son, en quelque sorte. Exactement. Pour naviguer et chasser dans le noir complet des grandes profondeurs. Il y a même un modèle assez précis qu'on appelle le modèle Bent-Horn. Bent-Horn. Oui, on pourrait traduire ça par cornet acoustique courbé. L'idée, c'est que le son est produit par des structures spéciales, les èvres phoniques, un peu comme nos cordes vocales, mais dans le nez, et ce son traverserait l'organe de spermacétie, serait réfléchi par ses parois, et aussi par des sacs aériens qui sont juste à côté. Un peu comme un système d'amplification et de focalisation très sophistiqué. D'accord. Ça permettrait de générer ces fameux clics des cachalots, qui sont très particuliers, composés de plusieurs impulsions. Et des mesures sur des animaux échoués semblent bien confirmer cette structure complexe. C'est fascinant d'imaginer cette tête énorme comme un sonar biologique ultra perfectionné, mais il y avait encore une autre idée, non? Quelque chose de plus? Combatif? Effectivement, c'est une autre piste explorée. L'idée que cet organe massif puisse servir d'arme ou peut-être de bouclier lors des combats entre mâles. Une sorte de bélier naturel. Un peu ça, oui. Ou un amortisseur. La structure interne de l'organe, avec plein de cloisons de tissu conjonctif, pourrait effectivement être conçue pour absorber des chocs très violents. D'ailleurs, il y a des récits historiques de l'époque de la chasse à la baleine qui décrivent des cachalots chargeant et éperonnant des navires. Ça pourrait aller dans ce sens. Ah oui, quand même. Et puis il y a aussi l'idée d'une protection contre la pression. À 3000 mètres de profondeur, la pression est absolument écrasante. L'organe pourrait jouer un rôle de tampon,
Voire même, c'est une autre hypothèse, un rôle dans la gestion de l'azote dissous dans le sang, pour éviter les accidents de décompression quand il remonte vite. Bon, alors on a la flottabilité, moins probable, le sonar biologique, très probable, l'arme de combat, le bouclier antipression. Ça fait beaucoup pour un seul organe. Est-ce qu'il est possible qu'il fasse un peu tout ça en même temps? C'est de plus en plus la direction que prennent les recherches actuelles. Une fonction multiple, c'est très probable, presque certain même. Il faut se rendre compte de l'investissement énergétique que ça représente pour l'animal. Cet organe peut peser jusqu'à 25% de la masse totale du cachalot. Un quart de son poids, exactement, c'est énorme. Un coût biologique pareil, ça suggère forcément que l'organe apporte des avantages adaptatifs majeurs, et sans doute variés, même si on ne les comprend pas encore tous parfaitement. D'accord. Mais aujourd'hui, disons que la fonction acoustique, l'écholocation, c'est vraiment celle qui semble la mieux étayée par les preuves scientifiques. Très bien. Donc, si on devait résumer, l'organe de spermacétide du cachalot, c'est cette structure anatomique unique, vraiment massive, dont la fonction exacte reste un peu une énigme scientifique. Les hypothèses principales, ça va de la régulation de flottabilité, bon, celle-là est moins en vogue, à un rôle clé dans l'écholocation et la production de son, ça, c'est la piste la plus solide actuellement. Et puis, potentiellement, une fonction d'arme, de bouclier ou de protection contre la pression. Et le plus probable, c'est sans doute une combinaison de plusieurs de ces rôles. C'est exactement ça. Et ça nous rappelle à quel point les mammifères marins, comme les cachalots, ont développé des adaptations physiologiques, anatomiques, absolument extraordinaires, pour pouvoir vivre dans des milieux aussi extrêmes que les grands fonds marins. Le spermacétis est vraiment un exemple parfait de cette complexité, et aussi de tous les mystères que ces géants des océans nous réservent encore. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant sur ce sujet complexe. C'était fascinant. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre exploration des cétacés.